Bonjour, j'espère que vous allez bien et profitez de l'été. Je suis Delphine Zanelli. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast L'entreprise de demain, un podcast que j'ai créé il y a 4 ans pour comprendre comment conjuguer impact et performance. Je vous souhaite la bienvenue tout particulièrement dans cette capsule de l'été de l'entreprise de demain, quelques minutes pour vous inspirer. J'y échange avec des podcasteurs et podcastrices, des auditeurs et des auditrices, sur une conviction qu'ils ont souhaité partager par eux-mêmes. Donc c'est un format très différent d'habitude, puisque je ne vais pas approcher des gens avec un sujet, je leur ai dit « Qu'est-ce que vous voulez partager avec nous ?» Et vous verrez, c'est l'occasion de vous faire découvrir des podcasts, des personnalités, et de varier les sujets parce que chacun est venu avec sa sensibilité. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec eux et je suis sûre que vous allez vous régaler. Je vous propose une deuxième chose cet été, sur Instagram uniquement, sur mon compte, @l'entreprise de demain, des petites vidéos très courtes d'inspiration, régulières, un peu au format du podcast Minute du lundi, qui sont des épisodes en fait pour s'inspirer sur une thématique et trouver des clés d'action. Ça va me permettre de partager un peu avec vous les inspirations que j'aurai dans l'été, avec mes lectures, l'écoute de podcasts, mais aussi ce que je vais écrire, ce que je vais pas mal écrire cet été, et du coup de vous faire réagir un petit peu en avant-première sur toutes les thématiques qu'on abordera dans la saison 4, dans l'année qui vient, sur le podcast. Donc ça, on peut se retrouver sur Instagram @l'entreprise de demain. Et autre chose qui est importante, comme vous faites quand même partie des auditeurs, je souhaite vous le dire un peu en avant-première, je vais organiser une rencontre des auditeurs et auditrices du podcast cet automne en physique à Paris. Par contre, je ne peux pas louer le Stade de France, donc comme les places vont être limitées, j'ai décidé de l'annoncer non pas sur le podcast en priorité, mais sur la newsletter. Pas de panique, la newsletter n'existe pas. Elle va démarrer début septembre, donc vous avez tout le temps de vous inscrire, et je l'annoncerai plutôt dans le 2e numéro de la newsletter. Pour vous abonner, c'est sur www.l'entreprisededemain.com et vous allez en bas de la première page vous abonner à la newsletter. Mais pas de panique parce que je vous mets tout aussi dans les notes de l'épisode. C'est l'été, ça doit être simple. Dernière petite chose, comme c'est l'été, vous avez aussi un peu plus de temps, c'est l'occasion ou jamais de mettre une note sur ce podcast si les épisodes vous plaisent et des commentaires, que ce soit sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça m'aide énormément, c'est presque la condition de la survie du podcast, je plaisante pas. Et c'est aussi important pour les invités. Et sans invités, un podcast c'est un peu triste. Et les invités, je leur partage vos feedbacks et ils apprécient beaucoup. Donc, je compte sur vous pour tout ça et je vous souhaite une bonne écoute de l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour Rachel. Bonjour Delphine. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Donc Rachel, tu es une fidèle auditrice du podcast L'entreprise de demain. Je vais te laisser te présenter. Alors tout d'abord, merci Delphine de m'avoir invitée sur cette capsule. Donc moi je m'appelle Rachel, j'ai 38 ans. Je suis maman d'un petit garçon. Et puis professionnellement, j'ai un parcours de 10 ans en tant que consultante dans l'intérim et le recrutement. Et puis après, j'ai voulu un petit peu élargir ce champ du domaine de l'emploi et de l'employabilité en intégrant la formation, donc tout d'abord sur le volet recrutement et l'accompagnement des candidats, les aider à construire, à bâtir leur projet professionnel. Et puis, en 2015, on m'a proposé de créer un service commercial parce qu'en fait, mes compétences, moi, elles sont clairement sur le domaine commercial à la base. Et donc, en 2015, j'ai créé un service commercial dans une entreprise de formation, où le but, c'était d'aller développer notre offre de formation auprès de différents clients qui sont principalement les entreprises, être au cœur de l'entreprise, mais c'est aussi les candidats et puis c'est aussi les financeurs qui peuvent nous accompagner sur des projets. Donc en fait, il y a 5 ans, je suis devenue manager et toutes ces questions du management ont commencé à faire tilt dans ma tête. Et là, on se parle aujourd'hui et c'est assez rigolo parce que après ces 5 ans, je vais tourner une page demain de ce parcours. Je vais continuer sur une aventure managériale d'une équipe de vente, mais je vais aller dans un tout autre secteur pour rejoindre un des acteurs majeurs de la communication extérieure. Félicitations. Je te souhaite beaucoup. Je te souhaite vraiment une pleine réussite dans cette nouvelle mission. Et alors, dis-nous, est-ce qu'il y a un épisode ou des épisodes de podcast que tu as particulièrement apprécié, que tu recommanderais ?
Oui, alors comme je le disais, moi mes compétences elles sont sur le domaine commercial et il y avait un épisode qui m'avait beaucoup plu. L'invité c'était Julien Palabert, qui est un négociateur en Oui, fait. tout Et à fait. donc, il me semble que c'est dans la deuxième saison Oui. et il parlait du management dans un contexte pardon, d'incertitude. C'était sur 2 épisodes et il y en avait un autre, c'était comment justement on embarque les équipes et on les fait collaborer pour bâtir le futur. Donc, j'avais trouvé cet épisode passionnant et à la fois simple parce qu'il apportait des clés qui pouvaient sembler logiques et en même temps c'est bien de les redire et puis facilement mise en place donc plutôt très intéressant. Bah écoute, je mettrai les liens de cet épisode dans les notes de ta capsule, comme ça les personnes Super. pourront. Merci beaucoup Rachel. Et alors, Rachel, alors quelle conviction tu as envie de partager avec nous aujourd'hui? Alors, une conviction, alors c'est quand j'ai reçu ton mail, je me suis dit, bah, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai comme conviction précise. Et puis en fait, en réfléchissant, je me suis dit, bah, je l'aurais pas appelé une conviction, mais c'est juste quelque chose qui me paraît très très logique. On pourrait même dire que c'est une sorte de la palissade, parce que pour moi, ce qui va être hyper important dans le management, c'est l'indispensable formation des managers. En fait, Mhm. dans mon parcours, aussi bien dans les entreprises que j'ai rencontrées, mais aussi dans celles avec lesquelles j'ai travaillé, souvent on va projeter des personnes sur des postes de manager parce qu'ils ont été très bons commerciaux, par exemple, ou experts dans leur domaine. Sauf que le management, c'est pas simplement une expertise technique. Parfois même, c'est pas une expertise technique, mais c'est avant tout une expertise humaine. Et donc, Ouais. on va avoir des personnes, des fois, qui vont être propulsées sur ces postes, qui vont avoir une envie véritablement, mais par contre, une fois qu'elles sont dans le quotidien, comment on fait? Parce qu'elles vont peut-être pas avoir les codes, elles vont peut-être pas avoir les outils, elles vont peut-être pas avoir encore la compréhension de l'humain. Et ça peut parfois être difficile. Et on peut rencontrer des situations qui mettent en difficulté le manager et donc les équipes. Et malgré tout, je me dis que tout ça, c'est pas une fatalité en fait, et on peut apprendre à devenir manager en fait, tout simplement comme n'importe quel métier. La montée en compétences peut se faire. Ça demande un petit peu de boulot, un petit peu d'engagement. Ça demande aussi de l'engagement de l'entreprise, de l'engagement du manager, mais il y a plein de choses à faire dans ce domaine-là. Et est-ce que, alors, c'est intéressant ce que tu dis. Et à l'inverse, est-ce que tu peux imaginer qu'on puisse promouvoir comme manager des gens qui ont un talent managérial mais qui ne connaissent rien au métier technique à proprement parler? Alors, rien connaître, ça va être assez compliqué d'après moi. Il faut quand même des bases. Il faut un socle de connaissances parce que il faut Hein. savoir de quoi on parle. Mais par exemple, si je prends mon expérience personnelle, là, je vais dans une nouvelle aventure où c'est une industrie que, pour le moment, je ne connais pas encore. Alors, bien Ouais. évidemment, je suis allée, ça fait à peu près 3 mois là où j'essaie de me former pour bien comprendre et arriver déjà avec une vision du secteur, une vision de ce marché. Mais par contre, je ne serai jamais autant expert que l'équipe que je vais manager. Donc moi, ce que je vais devoir apporter, c'est comment je les aide à performer, à être autonomes dans leur métier. Et puis eux, ce qu'ils vont me partager, c'est justement leur expertise. Alors, peut-être qu'à un moment, on arrivera à des niveaux d'expertise similaires, mais là aujourd'hui, c'est pas l'objectif. C'est plutôt comment moi je vais les aider à performer au maximum et à développer leur activité. D'accord. Et du coup, ça va être quoi la posture managériale par rapport à ça? Donc, ça va être une posture de plutôt facile. Je sais pas. Enfin, d'ailleurs, je veux pas dire. Ouais, alors c'est mon grand questionnement, ma grande interrogation, de me dire mais comment j'arrive dans cette nouvelle équipe en étant pas du domaine et comment avoir une légitimité. Pour moi, la légitimité, elle va pas s'acquérir au niveau de l'expertise métier. Ça va être ma difficulté parce que quand j'ai commencé il y a 5 ans à être manager,
pour moi, j'allais réussir uniquement si je prouvais aux autres que j'étais en gros la meilleure commerciale, que je connaissais tout sur la formation, etc. Je me suis rendu compte aussi que c'était peut-être pas ce qui marchait le mieux et qu'on pouvait être confronté à certaines difficultés, des fois à vouloir être toujours plus. Ouais. Donc là, ça va pas être mon influence, ça va pas être là-dessus. L'influence par le lien hiérarchique, j'y crois pas trop non plus, mais par contre, moi, ce qu'il va falloir que j'instaure avec eux, c'est de la confiance. Et pour moi, ça va être le premier chantier, c'est de rencontrer cette équipe, découvrir qui ils sont, et qu'on ait une confiance mutuelle pour pouvoir avancer ensemble. Donc, ça va être les découvrir, qu'ils me découvrent aussi. Donc, je vais leur expliquer comment moi je fonctionne, ils vont m'expliquer comment ils fonctionnent. Et je pense que la première brique, ça va être ça. Et après, on va pouvoir véritablement avancer tous ensemble dans un objectif commun. Alors récemment, j'entendais quelqu'un dire, enfin le dirigeant de Great Place to Work, Julien Brézin, dire que pour gagner la confiance, il fallait se mettre en position quelque part de vulnérabilité. C'est-à-dire qu'il fallait, voilà, est-ce que c'est quelque chose qui te parle ? Parce que ton objectif va être de gagner la confiance. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te parle, qui résonne pour toi ? Ouais, pour moi ça c'est quelque chose qui fait complètement sens parce que je pense que c'est ma manière d'être. Moi j'aime bien être transparente. Et là, dans l'expérience que je viens de vivre, je prends un peu de recul sur cette expérience parce que ça a été vraiment un terrain d'expérimentation en fait. Et parce que j'ai pas été formée au management. Et j'ai été mise sur ce poste justement parce qu'on m'a fait confiance et qu'on m'a dit si Rachel, t'as les compétences pour y arriver. Mais j'avais tout à construire. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai fait beaucoup les choses à l'intuition. Je suis pas forcément allée chercher des techniques et tout, hein, c'est peut-être une erreur ça aussi. Je l'ai fait à l'intuition en me disant moi ça je sens que ça va aller, donc maintenant il va falloir que j'entraîne l'équipe avec moi. Et quand on veut entraîner une équipe avec soi, l'autorité c'est pas ce qui fonctionne, mais par contre être vrai et expliquer pourquoi on sent les choses, c'est quelque chose qui fonctionne. Je pense que c'est comme ça que j'ai fonctionné. Et donc, des fois, je me suis mis en situation de vulnérabilité en disant, quand j'avais des interrogations, des problématiques, des questionnements, j'ai pas eu de mal à en parler, en fait. Et je pense que ça a vraiment permis d'instaurer cette confiance, de dire, ouais, on est tous pareils. Par contre, on va avancer tous ensemble pour essayer de dépasser tout ça. Rachel, merci pour ce partage. Quels seraient les conseils que tu donnerais à des managers qui vont prendre, ou à des personnes qui vont prendre un poste de management, ou à des managers qui vont changer de poste managérial avec de nouvelles fonctions, peut-être de nouvelles fonctions, peut-être un peu plus de responsabilités, etc. Alors, moi, ce que je vois, alors il y a des entreprises qui font les choses vraiment très très bien et qui investissent sur la formation des managers en ayant des parcours réguliers, parce que je pense que c'est la régularité qui fait le bénéfice de tout ça, donc de la vraie formation continue. Ces entreprises qui font ça, elles font un véritable cadeau pour leurs managers. Après, il y a les autres où c'est pas encore forcément dans la culture, où c'est peut-être pas la possibilité. Alors là, je pense que c'est au manager, ça fait partie lui de sa responsabilité de trouver des propres ressources pour s'auto-former. Et pour l'avoir fait depuis quelques temps, je trouve que cette auto-formation, elle est géniale parce qu'en fait, on va arriver sur une introspection, sur des questionnements qui se sont propres et on va construire son propre système de management en allant s'enrichir de différentes choses. Donc pour moi, on arrive sur un poste de manager, c'est continuer à s'enrichir par des lectures. Ça me paraît assez évident et ça me fait penser. L'année dernière, j'ai eu entre les mains un bouquin qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Manager par la confiance de Claude Chrétien, que j'ai trouvé simple, mais avec plein de clés à l'intérieur. Le sous-titre, c'est mettre l'humain au cœur de la transformation des entreprises. Donc forcément, le sujet me parlait beaucoup. Donc voilà, ça c'est un exemple de lecture, mais il y en a, la littérature sur le management est pléthorique, donc on peut y trouver, on peut en trouver pour tous les goûts. Après, il y a des podcasts.
évidemment, et puis trouver une complémentarité entre les différents podcasts. Et moi, j'adore l'audio. C'est quelque chose qui me correspond bien. Par contre, ce qui est important, c'est pas de le faire de manière passive. Alors certes, souvent les podcasts, on va les écouter. On est en train de conduire, pardon. On est en train de courir. On est en train de faire le ménage. Mais c'est peut-être juste après prendre un petit temps pour prendre des petites notes de ce qui nous a semblé intéressant et surtout ce qui nous apporte une réflexion à creuser. En tout cas, moi, c'est souvent comme ça que je fonctionne. Alors, je griffonne pas mal de cahiers. Et puis, depuis quelques temps, je me suis aussi mis à me faire des notes vocales avec mon téléphone. Alors, c'est peut-être un petit peu particulier, mais je m'envoie des messages audio à moi-même pour me rappeler ce qui va être important de retenir ou de me dire, tiens, il faut que je creuse sur tel sujet. C'est une super méthode parce que quand tu es en mobilité, c'est vrai que c'est pas évident. Et je voulais revenir sur deux choses que tu as dit. La première que tu as dit qui est très important, c'est de définir, définir quel manager on veut être. Et ça, c'est quelque chose sur lequel moi je travaille. Enfin, je fais beaucoup travailler les managers. Je pense que c'est très important. Oui. Votre parcours, il va être multiple, il va être plein d'entreprises. Et donc, c'est très important de savoir qui on a envie d'être comme manager, en fait. Ça doit être le driver. La deuxième chose par rapport à ce que tu dis sur tes notes vocales, je trouve que c'est une super idée parce qu'en fait, quand on ne fait qu'écouter ou lire et qu'on laisse passer, malheureusement, on retient des choses, hein, mais on n'agit pas forcément. Il y a aussi des applications de notes comme Evernote, comme Beer, sur lesquelles on peut très rapidement, avec notamment un hashtag, écrire une thématique et se dire tiens, là, qu'est-ce que j'ai retenu ? C'est quoi les clés de ce que j'ai retenu ? Et donc, du coup, avec les hashtags, noter ces clés. Et du coup, ça permet en fait de rassembler ces clés. Ça veut dire que si sur plusieurs podcasts, tu as entendu quelque chose qui, pour toi, faisait appel à telle situation, à telle thématique, à tel objectif que tu vas pouvoir le rassembler sous les mêmes hashtags et donc, quelque part, avoir une synthèse. Donc ça, c'est un tip que je te donne en complément. Mais ça peut être de dire, quand je suis en mobilité, je fais la note parce que moi, ça m'arrivait souvent quand j'écoutais les podcasts en voiture, c'était de faire une note vocale parce que c'est la seule chose qui est safe, en fait, qui est en sécurité. Voilà. Mais par contre, après, de les réécouter, de me forcer à les réécouter chaque semaine et de noter avec ces hashtags et puis comme ça, d'avoir un peu, voilà. Mais ça nécessite, pour avoir les bons hashtags, pour avoir le bon classement, ça nécessite de savoir ce qu'on cherche, qui on veut être, où on veut aller. Donc, je pense que c'est le premier travail et que c'est super important. Et de le rechallenger régulièrement. Exactement. Et ça, le côté savoir quel manager on a envie d'être, c'est indispensable. Mais par contre, des fois, on peut l'avoir défini et puis revenir dans son quotidien et un petit peu l'oublier. Et là encore, si je prends mon expérience personnelle, du coup, il y a 5 ans, j'ai eu une formation qui me permettait de définir qui je voulais être, quelle posture je voulais avoir. Alors, la formation, elle était géniale. Je suis sortie de ces 2 jours complètement ravie en ayant vécu une vraie expérience humaine avec le groupe. Par contre, je suis revenue au bureau. Et là, je me suis retrouvée face au quotidien, face à la performance que je devais avoir avec l'équipe, les objectifs, etc. Et je crois qu'à un moment, j'ai un petit peu perdu ce que j'avais prévu de faire ou la personne que j'avais prévu d'être. Et il m'a fallu un petit peu de temps pour revenir à ça, et c'est aussi pour ça que je parle de cette fameuse auto-formation, parce que c'est comme ça que j'ai retrouvé un petit peu ce que je voulais mettre en place, en fait. Ouais, mais écoute, ça nécessite une discipline personnelle importante, donc bravo, parce que c'est pas évident. Mais je pense que c'est extrêmement inspirant pour les personnes qui nous écoutent. Ouais. Et puis alors du coup, la dernière chose la dernière ou peut-être l'avant-dernière chose qui m'inspire beaucoup, qui m'a beaucoup aidée, c'est les rencontres. C'est aller au contact des autres, de ses pairs ou de personnes plus expérimentées. Et là encore, j'ai vécu une expérience absolument enrichissante. C'est le milieu associatif. En 2018, j'ai intégré une association qui s'appelle les DCF, les Dirigeants Commerciaux de France. C'est une association qui a pour vocation la valorisation de la fonction commerciale.
et qui regroupe, on est à peu près 2500 membres sur toute la France, mais après il y a des associations en local dans chacune des villes, et donc c'est des managers commerciaux, des DIRCO, et puis aussi des dirigeants d'entreprises qui de fait sont les premiers commerciaux de leur structure. Et très vite en fait, j'ai pris la présidence de l'association de Poitiers où j'habite, et là ça a été un terrain d'apprentissage assez incroyable, parce que dans l'associatif, on n'a pas de lien hiérarchique, les personnes qui sont là, elles sont pas rémunérées, elles n'ont pas d'obligation d'être là, et donc ça demande de faire appel à des compétences différentes de son monde professionnel, parce que la seule obligation qu'on a, c'est de donner envie aux membres de véritablement faire vivre l'association. Et du coup, un apprentissage incroyable, parce que ça m'a demandé de faire appel à des compétences que je soupçonnais même pas en fait. Ouais, mais c'est clair que alors l'associatif est une excellente école aussi, parce que les gens ont beaucoup moins envie d'être cadrés, d'être voilà, il y a pas cette relation, et puis le fonctionnement doit être nécessairement beaucoup plus très 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 collaboratif. Ça impose plein de choses. Enfin, moi j'ai longtemps dirigé, alors c'était très 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 petit, hein, mais l'association des parents d'élèves d'une école, de l'école primaire de mes enfants. Oui. Et en fait, c'était, je trouvais, une magnifique école pour un magnifique laboratoire de tout ce que je faisais en entreprise, en fait. Ouais, c'est ça. Le terme laboratoire, c'est vraiment ça. Voilà. Donc c'est vrai que ça peut être aussi, même pour se préparer à des fonctions managériales, ça peut être intéressant. Oui. Pour essayer des choses, pour l'essayer avec moins d'enjeux aussi, dans un cadre différent, parce que voilà, on peut être plus à l'aise, ou voilà, de se dire tiens, comment je vais me challenger dans cet univers. Mais oui, complètement. Et le côté être plus à l'aise aussi, ça me parle beaucoup, parce que j'ai trouvé que dans l'associatif, j'ai tout de suite réussi à trouver la posture que je souhaitais avoir, et à prendre ma place ultra facilement et très naturellement. Dans le cadre professionnel, ça a été plus complexe, parce que les enjeux étaient différents, et parce que aussi j'avais une direction au-dessus de moi qui avait des attentes particulières, et que je pouvais pas prendre ma place comme je le souhaitais, même si je suis pas à être dans la rébellion ou quoi que ce soit, bien au contraire, mais forcément eux ils ont des attentes envers moi, il faut que moi je puisse répondre à ces attentes. Donc la place que je voulais prendre comme je l'entendais, c'était peut-être pas tout à fait celle de l'entreprise, et ça nécessitait une adaptation. Bon, finalement, les choses se sont très très bien mis en place, mais j'ai trouvé que l'associatif était plus simple en fait. Ouais, enfin, en tout cas, alors, c'est pas forcément plus simple, dans le sens où effectivement les gens ont pas les mêmes attentes, mais on est un peu libéré quand même des contraintes de l'entreprise, des contraintes un peu du corporate, de responsabilité. À la limite, j'ai envie de dire, le droit à l'erreur, il est beaucoup plus important. À tort, il devrait être aussi important dans l'entreprise. D'ailleurs, un livre que je te conseille de Séverine Loureiro, je mettrai dans les notes de l'épisode. Ah, mais super. Sur le droit à l'erreur, qui est vraiment super. Moi, je l'ai commencé, je vais le lire pendant les vacances, mais j'ai lu beaucoup d'articles. Voilà, donc ça, on pourra le mettre dans les notes de l'épisode. Mais du coup, c'est vrai qu'on se l'autorise plus. Et du coup, ça nous libère un peu aussi. Donc, il y a plein de choses qui se passent, en fait, différemment. Donc, c'est hyper intéressant. Mais écoute, c'est un beau parcours, c'est intéressant. Est-ce que tu as une dernière chose que tu voulais partager avec nos auditeurs et auditrices? Ouais, il y avait quelque chose aussi. La dernière chose, je pense que quand on est, pour n'importe quel être humain, mais quand on est manager, on a quand même une responsabilité, plusieurs responsabilités économiques, développer un business. Là, je parle avec la casquette de responsable commercial, mais une responsabilité humaine et puis sociale, parce qu'on interagit toujours avec des gens. Et je pense qu'il faut apprendre à se connaître aussi, que le développement personnel est quelque chose qui va être très important à titre individuel. Alors, il ne s'agit pas de remonter à sa petite enfance et de découvrir toutes ses failles. Ça peut être très intéressant, ceci dit, mais... L'idée, c'est vraiment apprendre à comprendre ses forces, ses zones de génie, ça c'est important, mais aussi à comprendre ses zones d'ombre, et puis à apprendre à les accepter
Et là, je me rends compte depuis quelques temps que ça devient un petit peu plus simple. Alors, je sais pas si c'est l'âge et la maturité qui fait ça, mais que ça m'est plus simple d'accepter mes failles, mais surtout de les cultiver, de les comprendre, on va dire, pour passer outre ou pour trouver des choses qui fassent qu'elles ne soient pas justement des failles. Ouais. Bah, écoute, très intéressant. Mais effectivement, prendre le temps de se connaître, de définir qui on veut être. Ouais. Et par rapport à ce que tu dis, justement, sans forcément aller chercher dans sa petite enfance, du coup, moi, j'aime bien proposer un exercice qu'on fait un petit peu à la manière d'un enquêteur. On va aller observer ce qu'on a fait par le passé, ou alors, parce que parfois on n'a pas assez de souvenirs, on va décider sur un temps d'observer les choses pendant plusieurs semaines, et ça va nous donner beaucoup d'indicateurs en fait. Donc on peut le faire de manière très rationnelle, très factuelle, ce qui est important pour certaines personnes qui en ont besoin, et avoir des super, vraiment avoir une meilleure connaissance et compréhension de tout ça. Ah mais ouais, complètement, complètement. Et ça me fait aussi penser à quelque chose sur l'observation, sa propre observation, c'est important. Je pense que le regard d'extérieur d'un père, par Mmh. exemple, ça peut être intéressant. Et je l'ai pas encore fait, mais je m'intéresse beaucoup à la notion de mentorat. Et je me dis, se trouver un mentor qui peut nous accompagner, qui peut nous apprendre, nous faire passer son savoir, son expérience, on va gagner un temps fou, mais aussi cette personne, elle va avoir un regard sur nous qui peut être hyper formateur. Et du coup, je me questionne aussi beaucoup sur ça. Ouais, mais alors le mentoring, c'est effectivement quelque chose d'hyper important. J'en parle, je pense que tu as dû écouter l'épisode Savoir s'entourer du Oui. podcast Minute du Lundi. Je vais le remettre, je mettrai les liens dans les notes. Euh, je parle du fait qu'il faut faire évoluer ses mentors, en chercher régulièrement des mentors différents. J'aurai l'occasion de faire un épisode là cet automne un peu sur ce sujet avec quelqu'un qui est un peu spécialisé là-dedans. Euh, je pense que c'est effectivement très important. Et l'autre chose que j'ajouterais sur le regard d'autrui, c'est l'importance du feedback. Donc c'est aussi d'aller chercher les gens qui nous font du feedback. Je ne Ouais. sais pas si tu connais Stéphane Mormiou, qui partage beaucoup sur LinkedIn. Je mettrai aussi son contact dans les notes. Ouais, mais je C'est vois, il commande souvent tes posts. voilà. Ben, moi, je commande beaucoup les siens parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et ce matin, justement, il y en avait un sur le feedback et le fait de s'exercer à avoir du feedback. Et je disais que moi, j'allais souvent chercher du feedback auprès de personnes Mm, euh, avec voilà, des compétences que je n'ai pas, etc. Typiquement, Rachel, je pourrais te demander un feedback sur ma partie commerciale en observant mon site. Mais, voilà. Et du coup, d'aller chercher ce feedback, ça t'entraîne à... D'abord, tu as le regard de l'autre et ensuite, ça t'entraîne à ce qu'on pointe des choses qui parfois te dérangent, mais que tu vas mm. pouvoir faire avancer. Mais aussi qu'on pointe tes forces, parce que par rapport à ce que tu disais, mais bon sang, on les oublie tout le temps. Et Ouais. donc, parfois, c'est important, voilà, d'avoir aussi du feedback pour à la fois travailler ce qu'on a et à la fois regarder ses forces. Mais donc, c'est intéressant d'aller chercher du feedback auprès de personnes qui sont pas du tout dans notre domaine de compétences. Donc, on se met totalement en inconfort, mais un inconfort qui est... Voilà, on sait auprès de qui, enfin, je sais que si je vais le chercher auprès de toi, Rachel, ça sera bienveillant, ça sera bien Oui. sûr constructif, mais bienveillant. Donc, ça sera un vrai feedback. Et à partir de là, c'est extrêmement utile. Donc ça, Ouais, ouais. voilà, il y a le mentoring et je pense que le feedback, tu vois, si je refaisais l'épisode Savoir s'entourer, je rajouterais cette couche-là que je trouve que j'ai oubliée. Donc j'en profite pour Ouais, la mais, rajouter. mais c'est vrai que c'est hyper important. Et puis après, dans une des pratiques managériales, savoir faire du feedback régulier à ses équipes, Oui, ça fait avancer. Et puis ça permet aussi de revenir à ce qu'on disait au début sur la confiance. Parce que plus on va faire de feedback aux membres de son équipe, plus ils vont aussi, eux, prendre confiance en eux, que ce soit un feedback positif ou négatif, mais il faut faire les deux aussi. ouais, Et donc voilà, cette notion de confiance revient aussi à ce moment-là. c'est vrai. Et du coup, faire du feedback ailleurs, prendre du feedback ailleurs, encore une fois, permet de s'exercer avec moins d'enjeux par rapport à son Mm. équipe pour pouvoir mieux le faire dans son équipe et Ouais, mieux prendre le exactement. feedback de son équipe. Et ça, c'est important parce que je pense que le feedback, c'est un muscle. En fait, c'est pas facile. C'est pas facile à faire, c'est pas facile à accueillir. Donc, s'entraîner à l'extérieur aussi, ça permet, même dans la famille, hein, ça Oui, permet de muscler ça. Et je pense que c'est important aussi. ouais, Ben complètement. écoute, Rachel, merci pour tout ça. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voulais partager? Sinon, je pense qu'on va laisser nos auditeurs et nos auditrices. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. J'ai été ravie de cet échange avec toi, Delphine, en tout cas.
Eh ben, écoute, c'était super, c'était très intéressant. Merci. Je te dis à bientôt et surtout, entre-temps, je te souhaite un bel été Merci et, beaucoup. et au plaisir de te retrouver. Avec grand plaisir. À bientôt, Delphine. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Allez, encore un bel été et pensez à la note et aux commentaires. Je le transmettrai à mes invités. Et un petit compliment l'été, ça fait plaisir. Ça fait du bien. Un peu comme un bon verre de vin. Allez, à bientôt!